Si vous écoutez ce podcast, vous avez probablement compris que le sujet principal, c'était la performance. Mais finalement, c'est quoi une performance? Bonjour à tous mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici, PE aux commandes encore une fois. Je m'apprête à prendre l'avion dans une petite demi-heure. Donc, promis, cet épisode sera assez court puisque je devrais de tous les cas partir et vous abandonner lâchement. En début de semaine, j'ai eu la chance de recorder un épisode avec Lucas sur un podcast qui va être très cool. Avec Lucas, à un moment donné dans la conversation, ce qu'on s'est dit, ou en tout cas ce que je lui ai dit, c'est tout le monde critique les collaborateurs, tout le monde critique les sportifs, tout le monde dit bah lui il est pas au niveau, lui il est nul, etc. Et finalement personne ne fait l'effort de définir exactement et factuellement, rationnellement ce qu'est une performance. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire. Je commence souvent mes interviews par la question sur c'est quoi pour toi une performance. Je pense qu'il y a souvent une part effectivement de respectivement c'est quoi une performance, mais pour autant je pense qu'il faut de manière un peu objective définir rationnellement, factuellement, de manière mesurable qu'est-ce qu'une performance, que ça soit dans votre, enfin, pour être capable de mesurer simplement si vous êtes sur le bon système ou pas, si vous êtes sur les bons objectifs et sur la bonne niveau de réussite que vous aviez défini. Finalement, c'est un peu comme une dissertation. Ce qu'il faut, c'est qu'on définisse les termes du sujet. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire rapidement en 10 minutes, 10-15 minutes dans cet épisode. L'impact de ne pas définir une performance, pour moi, il est triple. Et évidemment, on pourrait parler de ce sujet du performance management pendant des heures et des heures. C'est passionnant. J'adore ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le livre de Netflix de Reed Hastings, qui est absolument magnifique. Enfin, pas l'épisode, mais le livre. Du coup, je vous le recommande. J'ai détaillé les 3 premiers chapitres du livre dans un des épisodes. Effectivement, je vous recommande de jeter une oreille parce que je pense que c'est les 3 principes les plus importants. De mémoire, il y a notamment la densité de talent qui est extrêmement importante. Bref, on revient à notre épisode d'aujourd'hui. Mais en gros, dites-vous bien que le sujet du performance management, c'est notamment marqué par ce livre qui est une règle, pas de règle de mémoire, No Rules Rules en anglais, in English. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire comment, dans un environnement de haute performance, je peux définir ce qu'est une surperformance, ce qu'est une sous-performance et finalement ce qu'est la performance. Alors, j'attaque tout de suite. Le fait de ne pas mesurer la performance, il y a un triple impact. Le premier impact, c'est qu'on ne sait pas le mesurer. Donc, bien évidemment, on améliore que ce qu'on mesure. Donc, si on ne sait pas mesurer si on est en performance ou pas, en fait, on navigue à vue. Et donc, on ne peut pas changer notre plan d'action, on est obligé de continuer. Deuxième impact, c'est que le moyen attire le moyen. C'est-à-dire que si on se contente de dire, a priori, ça a l'air d'être bon, mais en fait, on ne sait pas mettre en place des plans d'action pour être mieux, pour s'améliorer, ou en fait, on ne sait pas si on est dans les choux ou pas, quoi, par rapport aux autres. La solution, c'est donc quoi? En fait, la première chose que je fais en arrivant dans une organisation, en général, c'est de définir rationnellement, encore une fois, ce qu'est une performance ou pas. Je vous donne un exemple. En commercial, c'est assez facile de définir une performance, mais c'est exactement pareil si vous êtes développeur, si vous êtes, je sais pas, Customer Success Manager, donc chargé du suivi client pour ne pas faire trop d'anglicisme. Mais grosso modo, en fait, c'est hyper simple de définir une performance. Ça peut être par exemple un quota. Donc par exemple, si j'ai 10 appels à passer par mois, je vous dis n'importe quoi. Si j'ai 10 prospects à signer par mois, et en fait, si je fais 9, est-ce qu'on accepte le fait que ce soit un bon niveau de performance? Ce que j'ai défini en général en termes de performance, c'est des personnes qui sont capables d'atteindre 100% tous les mois. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu fais 90% plusieurs mois à la suite, est-ce que tu es en sous-performance? Est-ce que tu es dans une performance qui est OK? Est-ce qu'on va chercher à améliorer ça? Est-ce qu'on va chercher à contenir ça, à maintenir ça? Je ne sais pas. À noter que, c'est le moment où vous allez me dire, oui, mais PE, il y a des métiers où on peut pas mesurer une performance. Et ben en fait, si. On peut toujours mesurer une performance. Alors des fois, ça va pas se mesurer par exemple en pourcentage, mais des fois, ça va très bien se mesurer en on-off. Par exemple, la personne qui est chargée de changer le papier toilette dans toutes les toilettes de l'organisation, du bâtiment, en fait, est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai pas réussi? Oui, non. Oui, je suis en performance. Non, je ne suis pas en performance. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait l'effort de conceptualiser, de réfléchir, d'intellectualiser l'ensemble des professions, on a forcément des éléments qui vont nous permettre de définir si oui ou non on est en performance. Encore une fois, c'est exactement pareil pour le sport. Par exemple, j'ai 100 sessions à faire avant ma prochaine compétition. Si j'en ai fait plus de 80, a priori, je suis en performance. Peut-être 95, j'en sais rien. Si j'en fais moins de 70%, je suis en sous-performance et donc il va falloir que je change soit mon objectif, soit mon plan. Bref, que je change mon fusil d'épaule. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'une organisation, ça se définit en termes de performance d'équipe. C'est-à-dire qu'on va essayer, pour garder un bon niveau de motivation, qu'on ait à peu près 80% de l'équipe qui fasse 100% ou plus de 100% de la performance. On a souvent tendance traditionnellement, historiquement, dans les boîtes un petit peu artisanales et puis un peu old school, de mettre des hauts niveaux d'objectifs, si bien qu'en fait les personnes
se disent ouais, c'est super haut, je vais essayer de tout faire pour faire les objectifs. Et en fait, on se rend compte qu'au final, au bout du trimestre, au bout du mois, on est à, je sais pas, 60%, 70%, et c'est absolument pas motivant parce que la target, l'objectif devient quelque chose de fantasmatique, ça devient un fantasme en fait. On sait très bien qu'on le fera pas avant même de commencer à se battre. Et donc, ça tend assez bien qu'on se bat même plus pour faire l'objectif. Donc en fait, il faut trouver le bon spot, le bon sweet spot, le bon endroit en termes de target setting, désolé pour tous les anglicismes, mais en termes de définition d'objectif. C'est quoi le bon niveau qui va déclencher à la fois de la motivation, qui va pas démotiver avant même qu'on puisse se battre. Là, je parle du côté du business, mais c'est exactement pareil pour le sport, par exemple. Si demain, j'ai envie de me dire, j'ai envie de faire un marathon en 2 heures, a priori, c'est impossible pour moi, et c'est tout simplement impossible puisque c'est le record du monde. Donc, si on met un objectif qui est trop haut, en fait, on va créer un effet de je vais pas être motivé avant même de commencer à me battre. Par contre, si je me dis au dernier marathon, j'ai fait 3h34, peut-être qu'en fait, la prochaine target, le prochain objectif de mon marathon, ça va être de passer en dessous des 3h30. Attention, spoiler alert, j'ai pas du tout dit que j'allais me relancer dans l'aventure du marathon. Absolument pas, mes petites beautés. Mais par contre, je crois que l'objectif sportif est bientôt défini et je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Donc, il faut trouver le bon objectif qui va à la fois générer de la motivation, mais aussi pas se dégoûter avant même de devoir commencer. Donc, pareil en sport et en business. Deuxième chose, donc, en termes de ratio, juste pour conclure là-dessus, gardez en tête, je vous ai dit 80, mais c'est à peu près 70% qui doit avoir atteint 100% ou plus des objectifs. C'est là où on trouve, je pense, le bon niveau de motivation, parce qu'on se dit, t'as plus de la moitié de l'équipe qui ont fait les objectifs, donc il n'y a aucune raison rationnelle que je fasse pas les objectifs. Et c'est ça aussi qui va être important, c'est de se dire, on trouve plus d'excuses de je fais pas mes objectifs. Puisqu'il y a des gens qui sont capables de le faire, puisqu'il y a plus de la moitié de l'équipe qui le fait, a priori, si je le fais pas, c'est ma responsabilité. Deuxième chose qui est importante de définir, c'est la sous-performance. La sous-performance, c'est en général ce que je définis dans une équipe, c'est si 2 mois à la suite ou plus, on est en dessous de 70% de l'objectif. Je vous donne un exemple. On doit closer 10, donc signer 10 contrats par mois. Si je fais moins ou 7 contrats par mois ou moins, alors ça veut dire que je suis en sous-performance. Si c'est quelque chose qui se reproduit plusieurs mois à la suite, alors il va y avoir derrière des plans d'action qui vont être générés. La top performance, c'est exactement la même chose. Il va falloir définir en fait. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, quand vous étiez au collège, à l'école, au lycée, il y avait toujours une personne qui était en avance sur vous. En tout cas, qui était en avance sur la classe. Qu'est-ce qui se passait en général, soit c'était une personne qui était assez docile entre guillemets, qui arrivait à rester sage en cours, soit c'était une personne qui était intelligente et en fait qui arrivait un peu en mode rebelle à se dire je me fais chier donc je vais faire chier la classe. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, on l'a pas assez alimentée. Cette personne-là, il y a deux possibilités. Soit elle va démissionner, donc dans une organisation, par exemple, démissionner et partir ailleurs en espérant d'avoir plus de challenge. Soit en fait, elle va devenir moins bonne au fur et à mesure du temps, parce qu'elle va s'ennuyer, et en fait, l'ennui attire le milieu de gamme, voire le bas de gamme. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va déclencher un IDP, un Ideal Development Plan, c'est-à-dire un plan de développement idéal. On va pouvoir mettre en place un plan d'action personnalisé qui va pouvoir mettre, en plus du travail normal, de nourrir la personne et d'enrichir son scope de compétences. Je vous donne un exemple. Si la personne aujourd'hui, elle est commerciale junior, à 5 ans, elle se voit être directrice commerciale, en fait, l'objectif, ça va être de définir quelles sont les compétences dont un directeur commercial a besoin et de commencer à les travailler dès maintenant. Est-ce qu'on va le faire monter sur des entretiens de recrutement ? C'est des exemples que je m'en donne assez souvent. Bref, on va essayer d'équiper, de nourrir la personne pour qu'elle s'ennuie pas et puis qu'elle soit alimentée et continue de performer. L'idée, c'est un peu de faire un programme de mentorat, le prendre sous son aile pour toujours garder de la performance, voire encore mieux. Deuxième chose, sur le cas de sous-performance, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, déjà, évaluer la motivation de la personne, 2, comprendre qu'est-ce qui a changé par rapport à son arrivée, par rapport à la définition de son objectif. Quand on a décidé qu'on allait faire une compète de CrossFit, on était hyper motivé. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On se rend compte qu'on est en sous-performance. Pourquoi ça a changé ? À partir de ce moment-là, si on décide qu'effectivement on est en sous-performance, là, il y a un plan d'action qui s'appelle PEP, Performance Enhancement Plan, donc plan de maintien de performance. Et donc là, en fait, on va avoir un plan qui va généralement être sur 3 mois, qui va permettre en fait de donner des critères assez factuels, un plan d'action très systémique qui va pas être orienté sur les résultats, mais plutôt sur le niveau d'action. Un niveau d'action drastique, intensif, qui va derrière, normalement, permettre de rattraper le retard, en tout cas de générer du résultat, prendre de l'avance. Je vous donne un exemple. J'ai un commercial junior, son travail, c'est de générer des opportunités business, donc pas de signer des clients, mais juste dire, OK, là, il y a une synergie possible entre le client et la boîte le produit que je vends. Ça, c'est son travail.
2 mois à la suite, il a fait 70% ou moins. 3 mois à la suite, il a fait 70% ou moins. On déclenche ce plan d'action. Ce plan d'action, il dit quoi? Il dit qu'au lieu de faire 150 appels par semaine, on va monter à 200. Et peut-être, en fait, l'objectif, ça va être de créer des opportunités business, peut-être, je sais pas, 8, 10, 12. Et donc, ceux qui vont dépasser du 100%, on va pouvoir les garder du mois d'après. Ça va permettre de prendre de l'avance. Si c'est pas très compréhensible, envoyez-moi un message, je referai un épisode là-dessus. L'idée, c'est que l'épisode ne dure pas des milliers d'heures. Et donc, j'essaie d'aller un peu rapidement. Mais je pense que vous avez compris. Si j'ai un gros retard en haltérophilie, par exemple, l'idée, c'est de se tabasser là-dessus pour pouvoir, et d'accélérer très, très, très fort, de prioriser ça, rattraper le retard pour pouvoir prendre de l'avance sur les prochains objectifs derrière. Vous l'avez compris, je pense. J'enchaîne avec la suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer dans un mode algorithmique. C'est-à-dire que si je suis en haute performance parce que AX plus B, parce que j'ai rempli tel objectif plusieurs mois à la suite, alors il y a un plan d'action qui se passe. Si le plan d'action se passe, alors il se passe ça. Inversement, si je suis en sous-performance pendant X mois à la suite, défini par mesurable A, B, C, alors il se passe ça. Et en fait, le fait de définir très clairement des règles du jeu, ça donne de la justice dans l'organisation, ça donne de la justice dans les relations. On passe dans un mode où on était très en mode personnel, en mode ah machin j'ai une promotion parce que machin il m'aime bien, ah machin il m'a viré parce qu'il m'aimait pas, à un mode où on est orienté sur les métriques, sur des choses qui sont mesurables. Et à partir du moment où on est orienté sur des choses qui sont mesurables, alors derrière on est capable de mettre en place des plans qui sont dépersonnalisés, qui sont vraiment factuels, rationnels. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire là-dessus, c'est que d'expérience, il y a des gens qui étaient excellents et qui sont devenus moins bons sur leur métier. Pour X ou Y raison. Ils ont été changés de poste, ils étaient très 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 bons en tant que commercial, ils sont passés manager, ça se passe pas en tant que manager. D'expérience, en fait, il faut vraiment se dire que c'est pas leur faire une fleur, c'est pas les aider de les laisser sur des positions où ils sont pas en performance. Au contraire, en fait, on kiffe le job comme le sport ou autre, quand on est performant, quand on est fort, en fait. Par exemple, si on est hyper fort à faire des gâteaux, on devient pâtissier, par exemple, et ben on kiffe être pâtissier parce qu'on est hyper fort à faire des gâteaux. Si je déteste l'haltérophilie et que je me mets à faire que de l'haltérophilie, a priori, je vais y aller en freinant les cas de fer et ça va pas bien se passer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas faire une fleur. Dans des moments dans l'organisation, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Par exemple, se séparer d'un collaborateur. Souvent, le collaborateur, il va vouloir rester sur le poste même si ça se passe mal. Ce qui se passe, c'est que là, vous avez mis en place des règles du jeu qui sont claires, précises, simples, rationnelles. Donc déjà, vous pouvez vous dégager du côté un peu émotionnel du truc. Deuxièmement, c'est pas faire une fleur, c'est pas rendre service à la personne de la laisser dans une situation difficile. Et même des fois, ça peut arriver, ça arrive même assez souvent, que la personne, quand on enclenche la conversation de mec, je pense qu'il faudrait que tu te mettes sur un autre poste, mobilité interne, t'étais très bon là-dessus, reviens là-dessus, et ben en fait, souvent ça intervient comme un soulagement et pas comme un échec. Ça, c'est le deuxième point. Donc, en fait, le fait d'avoir des règles du jeu qui sont précises et claires dans cette organisation, dans cette relation sportive ou quoi que ce soit, ça permet en fait de passer sur un mode de plan d'action. Ok, il se passe ça factuellement, et donc en fait, le plan d'action, ça va être ça factuellement. Les principes de la performance, parce qu'en fait, l'objectif, comme vous l'avez compris, cette deuxième partie, c'est de se dire comment est-ce que je peux générer de cette haute performance. Mais en fait, j'ai repéré 5 principes très simples. Je vais pas les détailler parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que la capsule, le gars, dure, je pense, une quinzaine de minutes en tout et pour tout, peut-être une vingtaine de minutes en tout et pour tout. Il y en a 5 en fait. Le premier principe, c'est de donner des objectifs, comme vous l'avez compris, qui sont factuels. Ces objectifs factuels, ça va être passer un certain nombre de calls, ça va être de signer un certain nombre de clients, ça va être participer à un certain nombre de compétitions de CrossFit, ça va être se présenter à un certain pourcentage des entraînements sur une programmation entière, donc par exemple 95% d'entraînement. Bref, vous avez compris. Le deuxième point, c'est de rendre les personnes accountable, donc responsables de leur performance. Ça, c'est vraiment un switch très important où vraiment traditionnellement, les boîtes disaient fais ci, fais ça, PE, faut que tu fasses ça, machin, faut que tu fasses ci. En fait, maintenant, on s'est rendu compte que les gens étaient bien plus performants quand ils devenaient responsables de leur propre performance. Mettre en place des règles du jeu, ça veut dire qu'en fait, on va regarder les résultats. C'est-à-dire que on va se dire, en fait, t'as la liberté de faire tout ce que tu veux. La méthode, on l'a testée. A priori, ça marche mieux comme ça, comme ça, comme ça. Mais si tu veux essayer une autre méthode, il n'y a pas de problème. Par contre, les règles du jeu, c'est ça. Si dans 3 mois, t'es à 70% ou moins de perf 3 mois à la suite, alors il se passera ça. Et en fait, en étant en connaissance de cause, des fois, il y a des individus qui vont créer des meilleures méthodes que ce que tu aurais même imaginé. Plutôt que tu aurais dit le process c'est A, B, C. En fait, ils vont faire D, E, F et ils vont trouver un truc qui sera encore mieux.
Pareil pour le CrossFit, pareil pour la course, pareil pour tout ce que vous voulez. Vous avez compris l'idée, je pense. L'idée, c'est de laisser les gens être créatifs pour qu'ils créent eux-mêmes les solutions et qu'ils soient accountable, donc responsables de leur propre performance. Troisième point, c'est donner des feedbacks réguliers sur une base factuelle. Donc évidemment, en fait, le feedback, pour ceux à qui c'est pas, sur lesquels vous n'êtes pas hyper familier, l'idée c'est de donner des feedbacks qui sont le plus factuels possible, d'accord? À tel moment, citation, t'as dit ça. Je pense que la prochaine fois, l'idée c'est de faire d'abord du positif, ensuite du négatif. Bref, en tout cas, se baser sur des choses, des éléments factuels et rationnels, pas sur du jugement individuel, parce que c'est le meilleur moyen de frustrer la personne, de la prendre en grippe, etc., etc. Quatrième point, c'est d'être vraiment dans un mode de coaching plutôt que de police. Plutôt que de dire, de retoquer, de taper sur les doigts, de « Ah machin, t'as fait ça, c'était pas bien, il fallait pas faire ça », mais en fait, on va plutôt être dans une approche de coaching. Je vais vouloir développer la personne. On va prendre vraiment le mot d'éduquer, donc tirer vers le haut, de développer, ouais c'est ça, tirer vers le haut en fait, hein, si on prend l'étymologie du mot. Et donc on va essayer de tirer les personnes vers le haut pour les faire se développer, donc de coacher les personnes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le mode de police, encore une fois, c'est un peu comme le point précédent sur le côté donner des feedbacks et le côté rendre accountable. En fait, le côté police, ça ne fonctionne pas à long terme dans les organisations. Ça fonctionne quand on a une vision très court-termiste des organisations. De taper sur les gens, ça marche bien. Par contre, c'est vraiment très court-termiste. Ça va être du 6 mois à 1 an, par exemple. Et en fait, à partir de 6 mois à 1 an, généralement, la performance dégringole parce que les personnes sont lavées, rincées. On est vraiment sur un mode de ressources humaines. Ressources humaines, on va à la mine, on a pioché la ressource et après, c'est terminé. Dernier point, c'est l'ownership. Encore une fois, c'est être responsable de son précaré, de son domaine. Vraiment dire, ok, machin, t'es pas exécutant, je te dis pas ce que tu dois faire. Ton précaré, ton domaine de responsabilité, c'est ça. Et maintenant, tu t'organises comme tu veux pour réussir tes résultats. C'est toi qui vois, c'est toi le chef. Et ça, en fait, ça va donner un peu comme si on était CEO de notre secteur, de notre activité. Ça va donner un peu un sentiment de j'ai un impact dans la boîte, j'ai un impact dans mon développement, j'ai un impact je me sens responsable en fait. Et c'est hyper satisfaisant en tant que collaborateur. En général, en tout cas dans les organisations qui sont performantes. Le dernier point pour finir cette courte conversation, c'est que aujourd'hui, on voit la performance comme quelque chose très orienté sur les résultats. Or, aujourd'hui, si on regarde un défenseur, par exemple, un défenseur d'un match de foot, en football, on va pas se dire que il va pas pouvoir être évalué de est-ce qu'il a gagné ou pas le match. Ça sera probablement pas un bon critère, en tout cas peut-être pas le critère le plus optimal pour évaluer sa performance. Le critère le plus optimal pour évaluer sa performance, ça va peut-être être, par exemple, être capable de défendre 75% des ballons qui vont passer à côté de moi. Ça va peut-être être d'être capable de ne pas laisser 95% des attaquants passer. Bref, vous avez compris, je pense, l'idée. L'idée, c'est de se dire quels critères je peux appliquer à mon propre domaine d'expertise, à mon propre domaine de responsabilité pour évaluer une performance qui va être le plus précis possible. Un résultat de match de foot, a priori, ça va être une conséquence trop long terme qui ne va pas être pertinente pour évaluer une performance d'un défenseur, même d'un milieu de terrain et même d'un attaquant. Un attaquant peut-être un peu plus, mais sur un défenseur, c'est sûr que ça sera pas le plus optimal a priori. Et pour le business, c'est exactement la même chose. Plutôt que de regarder peut-être le CA généré, peut-être qu'on pourrait passer sur un mode de j'ai passé X nombre d'appels vers de prospection par mois. J'ai réussi à closer X% des prospects que j'ai eu en rendez-vous, etc., etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. J'ai réussi à poser par écrit X% des processus que j'avais prévu de poser pour ce trimestre aussi. Bref, vous avez compris, je pense qu'en fait, il faut, au lieu de prendre un résultat global qui ne va pas dire grand-chose parce que ça peut être le fruit de plein d'actions différentes, et pas forcément des nôtres d'ailleurs, ça peut être aussi le fruit de facteurs externes, de hasard, etc. En fait, je pense qu'il faut faire l'effort de disséquer plein de petits morceaux de ce qu'on entend comme performance et de définir des critères objectifs, rationnels, de je suis en performance ou je suis pas en performance. Et pareil, si je reprends toujours mon exemple du sport, plutôt que de dire est-ce que j'ai passé ma barre à tant de kilos, peut-être se dire en fait je me suis présenté à 95% des entraînements, peut-être que j'ai mangé 90% bien des repas, et en fait se mettre un indicateur à 90% des repas bien mangés qui sont cohérents avec mon plan d'alimentation, 95% des sessions auxquelles je me suis présenté que j'ai effectué, c'est peut-être un indicateur qui est plus pertinent plutôt que de la charge en elle-même, parce que la charge en elle-même, peut-être que vous allez prendre 3 kilos sur la barre dans 3 mois, 6 mois, 1 an, et ça, c'est pas forcément que vous qui le maîtrisez, malheureusement. Voilà, c'était un peu
un épisode court qui permettait d'ouvrir un peu les chakras sur le sujet de la performance. Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément. Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus et je pourrais évidemment inviter des personnes qui sont hyper câblées là-dessus. Ce sujet de management de la performance dans les organisations business, dans le sport, dans n'importe quoi. En fait, ça régit tout. Et c'est des choses qui sont extrêmement nouvelles, novatrices. Je suis persuadé que parmi vous, il y a personne qui a défini la performance dans l'organisation et concrètement, c'est quoi être en performance. Si c'est le cas, si vous l'avez défini, bah bravo parce que vous êtes totalement en avance de phase par rapport à ce qui se fait en général dans les écosystèmes de performance d'entreprise, de sport, etc. Et je suis assez chaud que vous m'envoyez un message, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, soit où vous voulez, parce que c'est vraiment intéressant et je serais très chaud de parler avec vous. Quoi qu'il en soit, si le podcast vous a plu, si l'épisode vous a plu, si les épisodes de cet été vous ont plu, envoyez-moi un message, mais surtout aussi, pour me soutenir, vous pouvez vous abonner sur le podcast, soit sur le bouton subscribe, donc sur Apple Podcast, soit vous pouvez cliquer sur le petit plus aussi, soit vous pouvez vous abonner aussi sur Spotify, ça m'aide énormément, et sur YouTube évidemment aussi. Ça m'aide énormément pour remonter les places dans le classement, pour pouvoir avoir plus de visibilité, et surtout pour avoir de plus en plus beaux invités. Il y a des super beaux invités qui arrivent, donc évidemment vous voulez être notifié, et évidemment vous ne voulez pas les louper, parce que là, vraiment, il y a des belles pépites qui arrivent sur la saison 2 et je suis hyper content. Je regarde 3 épisodes lundi prochain, donc je suis hyper content. En studio, du coup, en France, enfin, j'ai bombardé, je suis trop content. Et en fait, ça va être des super bons invités et évidemment, vous voulez pas les louper. Donc voilà. Je vous envoie plein de petits cœurs. Je suis très content. Je pars en vacances dans 2 minutes, 18h28. Je vous embrasse. Passez un excellent été. Reposez-vous, encore une fois, déconnectez très fort, comme on l'a dit sur l'épisode sur les vacances. Et je vous retrouve lundi prochain dans tous les cas, dans vos oreilles, au bord de la piscine, probablement de votre côté. C'était PE, je vous embrasse. Passez une excellente semaine. À très bientôt. Ciao.